Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui nous concerne vraiment tous, et pourtant que la plupart d'entre nous comprennent un peu de travers. On va parler de la véritable science derrière le stress, la tension musculaire et surtout le pouvoir fondamental du toucher, oui. Je suis ravie d'être là pour en parler parce que c'est un sujet tellement riche. Mais tout à fait. Et l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est pas du tout de faire la promo d'un moment de spa luxueux, tu sais, avec la petite musique douce et les pierres chaudes. Non, l'idée c'est d'aller bien au-delà de cette image d'Épinal. On veut vraiment comprendre la biologie fascinante, la mécanique interne de la relaxation. Voilà. Et pour mener à bien cette mission, notre analyse s'appuie sur 4 textes essentiels qui sont rigoureusement documentés. On va parcourir ensemble des recherches qui traitent du fonctionnement brut de notre système nerveux, de la réalité biologique du toucher thérapeutique, De l'efficacité redoutable du massage face aux autres méthodes de relaxation, et aussi de ce lien totalement invisible mais prouvé entre notre stress émotionnel et nos tensions physiques. C'est un programme sacrément chargé. Mais ça vaut le coup parce qu'il y a des questions fondamentales soulevées par ces sources. Pourquoi on développe parfois des douleurs qu'on qualifie de mystérieuses, sans jamais s'être blessé? Et pourquoi un simple contact physique humain peut être en fait plus efficace qu'une longue séance de méditation? C'est vrai qu'on a souvent tendance à intellectualiser le stress, alors qu'à la base, c'est une réaction très primitive. Bon, décortiquons un peu tout ça. Est-ce qu'on peut poser les fondations biologiques de ce qui se passe sous notre peau avant même de parler de relaxation? Absolument. Pour comprendre comment la tension s'installe, il faut d'abord regarder le vrai centre de contrôle de l'organisme, c'est-à-dire le système nerveux. La documentation le divise très clairement en 2 grandes parties. D'un côté, on a le système nerveux central. Donc le cerveau et la moelle épinière. C'est ça, c'est le grand centre de traitement. Et de l'autre côté, il y a le système nerveux périphérique, qui est l'immense réseau de nerfs qui parcourt chaque millimètre du corps. J'aime bien utiliser une analogie pour visualiser ça, parce que l'anatomie pure, ça peut vite devenir abstrait. C'est un peu comme si le système nerveux central, c'était le grand serveur informatique ultra puissant, et le système périphérique, ce serait le réseau Internet à très haut débit. Une fibre optique ultra sensible, oui, et ça circule dans les 2 sens en permanence. Exactement. Mais en lisant les sources, j'ai remarqué que là où ça se complique avec le stress, c'est au niveau d'une sous-section qu'on appelle le système nerveux autonome, l'histoire de l'accélérateur et du frein. Oui, cette analogie est très parlante. Le système nerveux autonome, c'est le programme en arrière-plan qui gère les fonctions vitales. Personne n'a besoin de penser consciemment à digérer ou à faire battre son cœur. Heureusement d'ailleurs. C'est clair. Et ce programme a 2 branches. La première, c'est le système nerveux sympathique, c'est notre fameuse pédale d'accélérateur. Face à une menace, c'est lui qui prend les commandes. Le cœur s'emballe, la respiration s'accélère, les muscles se contractent pour fuir ou se battre. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce système est conçu exclusivement pour des dangers immédiats et très temporaires. Donc, biologiquement, c'est le mécanisme qui permettait à nos ancêtres de fuir un lion dans la savane. On court, on échappe aux prédateurs et le pic de stress retombe. C'est le fonctionnement naturel, oui. Et c'est là qu'intervient la 2e branche, le système nerveux parasympathique, la pédale de frein. Son rôle, c'est tout l'inverse. Il favorise la récupération, la digestion, la relaxation. Le rythme cardiaque s'apaise, les muscles se relâchent. La théorie est parfaite, sauf que les textes mettent le doigt sur un problème énorme. Notre monde moderne n'a plus rien d'un environnement naturel. Entre la montagne d'emails du lundi matin, les alertes, les notifications de téléphone. On est d'accord, le cerveau reste bloqué sur la pédale d'accélérateur. Si je comprends bien, notre organisme ne fait pas la différence entre un lion affamé et un email professionnel avec écrit « urgent » en majuscule. Physiologiquement, l'organisme réagit avec la même cascade hormonale. La menace est psychologique, mais la réponse du corps reste intensément physique. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on comprend que ce déséquilibre est la racine de l'épuisement moderne. Faire tourner le moteur au point mort en appuyant à fond sur l'accélérateur. Exactement. Et cette activation prolongée va avoir des conséquences directes sur notre géographie physique. Et ça nous amène directement à notre 2e grand point, la géographie du stress. C'est frappant dans la documentation. Le corps agit comme un enregistreur. La fatigue mentale, elle reste pas juste au-dessus de notre tête. Elle vient s'inscrire, se loger physiquement dans la physiologie. C'est la fameuse mémoire corporelle du stress. Voilà. Et ça cible des zones très spécifiques. Commençons par le haut du corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau des épaules? La nuque et les trapèzes sont souvent en première ligne.
Quand on est concentré face à un écran ou stressé par une deadline, on observe une réaction mécanique presque invisible. Les épaules se relèvent doucement vers les oreilles. C'est une posture de protection archaïque, non? Pour protéger la gorge? Tout à fait. Mais maintenir ces muscles contractés, même légèrement pendant 8 heures par jour, ça finit par figer tout le haut du dos. L'armure invisible qu'on porte au bureau. Et plus haut, les sources parlent de la mâchoire. C'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Et pourtant, c'est une zone extrêmement révélatrice. Sous l'effet de l'anxiété latente, énormément de gens souffrent de bruxisme. Ils serrent les dents en permanence, sans s'en rendre compte, le jour ou même la nuit. Et les masséters, ce sont des muscles hyper puissants en plus. Parmi les plus puissants du corps par rapport à leur taille. Ça crée une tension qui irradie vers les tempes, les cervicales, et ça donne des migraines chroniques. Il y a un troisième endroit qui m'a interpellé, c'est le diaphragme. On dit tout le temps de respirer pour se détendre, mais le stress sabote le muscle respiratoire lui-même en fait. C'est une observation clinique majeure. Le diaphragme perd sa souplesse et se fige sous la pression du système sympathique. La respiration ne descend plus dans le ventre, elle devient courte et haute. Ce qui envoie un nouveau signal de détresse au cerveau. C'est un vrai cercle vicieux. Absolument. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'avec ces tensions qui s'accumulent silencieusement, on a des gens qui vont chez le médecin en disant « J'ai terriblement mal, mais je suis pas tombé, je me suis pas blessé ». La documentation appelle ça l'hypertonicité musculaire. C'est quoi exactement ce concept, hein? L'hypertonicité musculaire, c'est vraiment le nœud du problème. Ce n'est pas une blessure classique, il n'y a pas de fibres déchirées ou de choc. C'est une contraction très légère, mais constante, qui est commandée par ce système sympathique qui refuse de s'éteindre. Et ça devient mécanique à l'intérieur du muscle. Oui, parce que cette contraction continue vient écraser les petits vaisseaux sanguins à l'intérieur du tissu. Un genre d'embouteillage biologique en somme. Une asphyxie locale. La circulation est ralentie, le muscle ne reçoit plus assez d'oxygène et surtout, il n'arrive plus à évacuer l'acide lactique. Ah oui, les toxines stagnent. C'est cette asphyxie tissulaire qui crée le signal de douleur chronique. Une douleur bien réelle, née d'une tension purement psychologique. Le logiciel mental fait littéralement planter le matériel physique. Et c'est là que l'approche de la guérison devient fascinante. On a ce réflexe de se dire que si le problème est mental, on doit utiliser le mental pour le régler. Avec la méditation, la pleine conscience. C'est ça. On essaye de forcer la détente par la volonté. Mais les textes soulèvent une ironie dingue. On oublie notre sens le plus fondamental, le toucher. Le premier qui se développe in utero. Qu'est-ce qui retient l'attention quand on observe les données là-dessus? C'est que face à un stress immense, les techniques purement mentales demandent un effort qui peut être insurmontable. Essayer de faire taire ses pensées quand tout le corps hurle au danger de mort. C'est épuisant et parfois contre-productif. C'est là que le massage réussit un véritable piratage neurologique. Il contourne le barrage intellectuel. Donc si la méditation, c'est essayer de réécrire le code pendant que le serveur plante, le massage, ce serait l'équivalent d'un contrôle alt-supre, un redémarrage forcé via le matériel. C'est une excellente image. Le toucher utilise un langage silencieux et incroyablement rapide. La peau, c'est le plus grand organe du corps, tapissé de millions de récepteurs. Et quand on applique une pression sur ces récepteurs, que se passe-t-il? Ils envoient un flot de signaux de sécurité à travers la fameuse fibre optique du réseau périphérique. Le message n'est pas réfléchi, c'est de la physiologie pure. Le corps démontre à l'esprit que l'environnement est sûr. La chimie qui s'enclenche, détaillée dans les sources, m'a laissé sans voix. On parle d'un changement hormonal spectaculaire. Comment une simple pression sur la peau peut modifier notre chimie interne de façon aussi radicale? Dès que le système nerveux central valide qu'il n'y a plus de menace, il freine brutalement la production de cortisol. L'hormone du stress. Exactement. Et en même temps, le toucher ouvre les vannes de l'ocytocine, l'hormone de l'apaisement et de la confiance. S'y ajoute la sérotonine et la dopamine. C'est un cocktail relaxant naturel synthétisé par notre biologie. Les textes mentionnent une anecdote hyper intéressante sur ce basculement chimique. Le fait de s'endormir sur une table de massage. Les gens s'en excusent souvent, pensant que c'est un manque de respect. C'est un grand classique. Mais d'un point de vue physiologique, s'endormir n'est pas un échec. C'est le triomphe absolu de la séance. C'est la preuve que le système nerveux parasympathique a repris le contrôle. Le cerveau se sent enfin en sécurité. Il abaisse ses défenses, il est saturé d'ocytocine et il plonge dans le sommeil, l'état de réparation maximale. C'est tellement déculpabilisant de le voir comme ça. Et cette idée de relâchement profond nous amène au quatrième grand thème de notre exploration. Quand l'armure cède enfin, il se passe parfois des choses inattendues. Les documents révèlent que des personnes se mettent soudainement à pleurer pendant un massage profond. Ou ressentent une vague de soulagement. Cela soulève une question importante sur la façon dont on perçoit l'être humain.
On a été conditionné à séparer le corps et l'esprit comme si c'était deux dimensions parallèles. L'esprit gère les pensées, le corps est juste un véhicule. Voilà. Sauf que la neurobiologie prouve que c'est faux. La fibre musculaire stocke la tension générée par un choc émotionnel. Le massage ne provoque pas de tristesse. Il fournit simplement un contenant, un espace de sécurité. On en revient au signal de sécurité du système périphérique, mais sur le plan émotionnel cette fois. Précisément, quand un muscle, disons de la mâchoire, relâche une hypertonicité qu'il maintenait de force pendant des mois à cause d'un environnement de travail toxique, l'énergie de la contraction cède. Et la charge émotionnelle qui y était encapsulée est libérée en même temps. Le barrage cède. Le corps expulse l'excédent de la charge nerveuse sous forme de larmes ou de tremblements. C'est une régulation, pas un effondrement. Il y a un détail crucial dans les sources qui souligne le rôle de l'humain dans tout ça. On pourrait se dire cyniquement, si c'est juste de la pression sur la peau, un bon fauteuil de massage électronique fera l'affaire. Beaucoup de gens le pensent. Mais les textes insistent sur l'importance de la présence attentive du thérapeute. On parle d'une conversation silencieuse de système nerveux à système nerveux. Pourquoi une machine ne peut pas remplacer ça, Aline? C'est une distinction fondamentale. Un fauteuil mécanique va détendre la fibre musculaire superficielle, mais il ne produira jamais la libération d'ocytocine à un niveau thérapeutique. Parce qu'il manque le contact avec le vivant. L'ocytocine est liée à l'empathie, à la présence bienveillante. Dans un soin, le système nerveux du praticien interagit avec celui du receveur. Il y a une synchronisation. Le praticien s'adapte, capte les microtensions. C'est la corrégulation des systèmes nerveux. C'est ça qui permet le vrai lâcher-prise émotionnel et qui fait que le toucher thérapeutique reste irremplaçable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? En rassemblant toutes les pièces de ce puzzle biologique, la conclusion des recherches est limpide. Le toucher et le massage thérapeutique ne sont pas de simples luxes ou des caprices accessoires pour les vacances. Ce sont des nécessités biologiques absolues. Des outils puissants pour rééquilibrer un système nerveux constamment agressé par notre monde moderne. Notre organisme possède déjà toutes les ressources pour s'auto-réparer. Il a juste besoin du bon signal pour désactiver l'alarme. Exactement. Il n'a pas besoin de forcer mentalement. Et pour aller encore un peu plus loin, il y a une réflexion passionnante qui prolonge tout ça. On a dit que la peau est un capteur gigantesque capable de modifier la chimie du cerveau. Mais ce capteur ne s'étend jamais. Il est toujours en veille. Il est stimulé minute après minute par notre environnement. Comment les autres contacts physiques de notre quotidien interagissent-ils en silence avec notre système autonome ? Pensons à un vêtement légèrement rugueux qui nous gratte toute la journée et génère un micro-stress continu. Ou l'air frais sur le visage pendant une marche. Ou le poids lourd et rassurant d'une couverture épaisse la nuit. Comment ces milliers de petites interactions tactiles réécrivent-elles silencieusement notre niveau de stress sans qu'on s'en rende compte ? C'est une invitation à repenser la conception de notre environnement global. C'est une perspective vraiment vertigineuse à garder en tête. Repenser la texture même de ce qui nous entoure. Il y a tout un monde d'informations sensorielles à redécouvrir en écoutant ce que notre peau nous murmure. C'était une discussion particulièrement éclairante sur des mécanismes si vitaux. Un immense merci pour cette analyse minutieuse des textes. On se retrouve très bientôt pour explorer d'autres documentations surprenantes de notre quotidien. D'ici là, n'oublions pas de relâcher les épaules et de respirer un bon coup. À la prochaine.